Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qu'un avion géant et une voiture de course surpuissante peuvent bien avoir en commun? Eh bien souvent, la réponse se cache dans un secret partagé, les matériaux composites. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science derrière ces matériaux qui redéfinissent carrément les limites du possible. Alors, voilà la question qui tue. Plus costaud que l'acier, mais en même temps plus léger que l'aluminium. Comment c'est possible? Ça a l'air un peu magique, non? Obtenir le meilleur des deux mondes, une force incroyable et une légèreté extrême. C'est précisément ce paradoxe que les matériaux composites sont venus résoudre. Prenons l'aéronautique par exemple. Une très grande partie de la structure d'un géant désert comme l'A380 est faite en composite. Et la logique est simple. Moins de poids, c'est moins de carburant consommé. C'est un avantage énorme autant pour le portefeuille que pour la planète. Dans le sport de haut niveau, c'est exactement la même idée, mais poussée à l'extrême. Pour une Formule 1 ou un vélo du Tour de France, chaque gramme en moins, c'est de la vitesse et de la réactivité en plus. Les composites permettent de créer des formes super aérodynamiques tout en garantissant une rigidité et une résistance à toute épreuve. Et là, on a un exemple qui sort un peu des sentiers battus. Regardez cette lame de suspension pour un camion. La version en acier pèse 45 kg. Sa jumelle en composite, à peine 9 kg. C'est une réduction de poids de 80%. Ça montre bien à quel point ces matériaux sont polyvalents. Bon, mais alors, comment ça marche exactement? C'est quoi la recette secrète de ces super matériaux? En fait, l'idée de base est assez simple, et même très élégante. Alors, un composite, c'est quoi? C'est l'assemblage d'au moins deux matériaux qui ne se mélangent pas. Le but du jeu, c'est de créer un tout nouveau matériau dont les performances vont bien au-delà de la simple somme de ses parties. C'est ce qu'on appelle le principe de synergie. Pour bien comprendre, il faut voir les deux héros de cette histoire. D'un côté, on a le renfort. Ce sont des fibres comme du carbone ou du verre qui apportent toute la résistance mécanique. De l'autre côté, on a la matrice, souvent une résine, qui vient enrober ces fibres, les protéger et surtout assurer la cohésion de l'ensemble. On peut voir ça comme du béton armé, mais en version high-tech et à une échelle microscopique. Et c'est ça le point crucial. La magie, elle n'est ni dans la fibre toute seule, ni dans la résine toute seule. Non, la performance naît de leur union. L'un sans l'autre ne peut absolument pas faire ce qu'ils accomplissent ensemble. C'est vraiment l'exemple parfait du dicton « l'union fait la force ». Ok, maintenant qu'on a la recette de base, voyons un peu comment les ingénieurs s'en servent pour construire des pièces sur mesure avec une précision assez incroyable. En fait, tout est une question de couches. L'élément de construction de base, c'est ce qu'on appelle un pli. C'est une couche très fine où des milliers et des milliers de fibres sont toutes parallèles, parfaitement alignées dans la même direction et noyées dans la résine. C'est notre brique de Lego fondamentale. Et ce pli, il a une propriété bien particulière, l'anisotropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il est incroyablement résistant dans la direction des fibres, mais beaucoup, beaucoup plus faible dans toutes les autres directions. C'est un peu comme une bûche de bois, très facile à fondre dans le sens des fibres, mais quasi impossible à casser perpendiculairement. Du coup, pour fabriquer une pièce qui doit résister à des efforts venant de partout, un seul pli, ça ne suffit pas. La solution? Eh bien, on les empile les uns sur les autres. Et on obtient ce qu'on appelle un stratifie. Et c'est là que ça devient vraiment génial. Toute l'ingéniosité du concept est là. En changeant l'orientation des fibres dans chaque nouvelle couche, on peut littéralement programmer la résistance du matériau final. On a besoin de résistance en traction? Allez, une couche à 0 degré. On doit encaisser de la torsion? Pas de souci, on ajoute des couches à plus et moins 45 degrés. Il faut de la rigidité sur les côtés? Hop, une couche à 90 degrés. On construit un matériau sur mesure qui répond pile poil aux contraintes de la pièce. Sur le papier, tout ça a l'air parfait. On peut concevoir le matériau idéal pour n'importe quelle application. Sauf que, dans le monde réel, prédire le comportement de ces assemblages ultra complexes, c'est un vrai casse-tête d'ingénieur. La question se pose, si le design est si méticuleux, pourquoi c'est si compliqué de prédire comment ça va se comporter? Eh bien, la réponse, elle se trouve à l'échelle microscopique, là où la perfection du modèle se heurte au petit désordre de la réalité. Regardez bien ce contraste. À gauche, c'est le modèle théorique, des fibres parfaitement rondes, espacées de manière uniforme, une grille parfaite. Et à droite, c'est la réalité vue au microscope. Les fibres ne sont pas parfaitement cylindriques, leur répartition n'est pas parfaite, il y a des petites bulles, des imperfections, et c'est cette différence qui complique tout. Contrairement à un simple morceau de métal qui va se tordre puis casser, un composite, lui, peut se dégrader de plein de manières différentes. La résine peut se fissurer, les couches peuvent se décoller entre elles, ça c'est le délaminage, ou alors les fibres elles-mêmes peuvent finir par rompre.
Comprendre et prédire comment tout ça s'enchaîne, c'est extrêmement complexe. Ce tableau, il illustre très bien. Dans le sens des fibres, pour la rigidité longitudinale, la valeur calculée et la valeur mesurée sont quasiment identiques. Parfait. Mais regardez la rigidité transversale ou en cisaillement. Les écarts sont bien plus importants. Les ingénieurs doivent donc toujours travailler en gardant ces incertitudes en tête. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Après avoir maîtrisé les échelles macro et microscopiques, les scientifiques s'attaquent maintenant à l'infiniment petit. Et c'est là que se prépare la prochaine génération de matériaux. Le concept de base reste le même, un renfort et une matrice. Sauf que cette fois, le renfort est tellement petit qu'on le mesure en nanomètres. On parle donc de nanocomposites, on ne mélange plus des fibres, mais des particules ou des tubes qui sont presque à l'échelle de l'atome. Et voilà, une démonstration assez spectaculaire. À gauche, un polymère classique qui brûle et qui goûte. À droite, c'est le même polymère, mais auquel on a ajouté juste 5% de nano-argile. Regardez, il carbonise en surface, il ne propage pas la flamme et il s'éteint tout seul. Les propriétés ont été radicalement transformées. Et les gains en performance mécanique sont tout aussi impressionnants. Si on ajoute à peine 1% de nanotubes de carbone à un polymère MMA, on peut augmenter sa rigidité de 230%. C'est un gain absolument énorme pour une si petite quantité de matière ajoutée. Ces nouveaux outils, comme les nanotubes de carbone, nous donnent la capacité de concevoir des matériaux par le bas. C'est-à-dire qu'on assemble les briques fondamentales de la matière, presque atome par atome, pour obtenir exactement les propriétés qu'on recherche. On est donc passé de l'assemblage de matériaux qui existaient déjà à la conception de matériaux complètement nouveaux, créés pour un besoin très précis. Imaginez un peu, des matériaux capables de stocker de l'énergie, de s'auto-réparer ou de purifier l'eau. La question n'est plus de quoi est-ce fait, mais plutôt de quoi a-t-on besoin qu'il soit fait. Et là, le champ des possibles est grand ouvert. Merci d'avoir suivi cette analyse.